Alors, dans cette vidéo, tu vas entendre ce que l'on peut trouver dans du chauffage collectif. Ce sont des radiateurs bruyants. Et quand je dis bruyants, ce sont des radiateurs qui claquent et donc qui peuvent faire des bruits extrêmement forts. La première fois que l'on entend ça, d'ailleurs, c'est assez impressionnant parce que quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit qu'il y avait une machine à laver qui était en mode essorage et qui touchait les tuyaux et c'est pour ça que ça faisait autant de bruit. Donc non, il n'y a pas de machine à laver qui touche un tuyau ou quelqu'un qui tape le tuyau. C'est vraiment le radiateur qui produit ce bruit-là et plus particulièrement le robinet du radiateur, robinet d'isolement avec sa tête thermostatique. Donc ça, dans le logement ancien, il y a des locataires qui vivent l'enfer à cause de ça, voire même des propriétaires. Donc on verra plus loin dans la vidéo les causes de ces bruits. Donc là, je vais montrer plusieurs séquences de ce phénomène-là et on peut voir qu'un radiateur, si l'installation a été mal faite ou s'il y a une erreur pendant une maintenance, on en reparlera plus loin, ça peut provoquer des bruits de l'enfer. Alors, pour poser un petit peu le contexte, ce phénomène-là ne se produit que le matin, entre 10h et 11h, et le soir, et on est aux alentours du mois de mars. Donc le matin il fait froid, là où il y a l'immeuble, mais il fait beau. Donc en journée, le soleil va taper sur la façade de l'immeuble, et donc la température va monter. À noter qu'avant, donc c'est un immeuble des années 60, il n'y avait pas ce problème-là. Donc tu imagines bien que quelque chose, une ou plusieurs interventions ont dû avoir lieu sur le circuit de chauffage de l'immeuble pour que ces problèmes apparaissent. Et donc ça, on le verra dans la suite de la vidéo, je ferai un point là-dessus. Là, on voit que c'est fermé. J'entends pas l'eau circuler dans le radiateur. Là, c'est ouvert, on entend l'eau qui passe dans le radiateur. Donc là, on voit que le soleil tape sur le radiateur, là, quoi, sur la tête thermostatique. Et là, on voit que ici, là, sur cette installation-là, donc c'est une installation qui est ancienne mais qui a été mal faite. Théoriquement, le passage de l'eau doit passer comme ça pour sortir de l'autre côté du radiateur. Et là, comme ça a été monté à l'envers, le passage de l'eau passe comme ça, là, ce qui fait que sur la tête thermostatique, là, le petit clapet, ben, ça fait ce bruit-là. Et tous les radiateurs qui sont montés à l'envers, quand on a un bruit comme ça, donc lorsqu'on a ce type de bruit là, ben souvent c'est parce que le passage du fluide se fait dans le mauvais sens. Et on voit que ça peut être bruyant, voire extrêmement bruyant. Car quand on entend claquer là, à travers les tuyaux, là, c'est une tête thermostatique qui fait ça, là, clac, 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 clac. Et si elle fait ça, c'est parce que le fluide, l'eau passe dans le mauvais sens. Car il y a un passage là. Le passage, on le voit, c'est comme ça. Mais si c'est un vieil immeuble et les mecs qui ont fait l'installation il y a 40 ans, là, ils ont fait ça à l'arrache. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, l'allée passe comme ça. Donc par le haut, puis souvent l'allée dans cet immeuble-là, ben, ça se fait par le bas. Et ça, c'est une source de bruit. Surtout lorsque l'immeuble, comme c'est le cas ici, avec la nouvelle réglementation là, pour le comptage d'énergie, comme on peut le voir ici là. Pour le comptage d'énergie individuel, comme on peut le voir ici, là, ce petit module là. Eh bien, ils ont rajouté des têtes thermostatiques sur tous les radiateurs, ce qui fait que à chaque fois, de ce que j'ai pu constater, le matin ou le soir, ben donc c'est souvent la même heure avec un temps comme ça là, et bien les têtes claquent.
Ouais. Ouais, les coups de billet que ça fait, hein. Ici, c'est le retour qui se fait comme ça, quoi. Ouais. Donc là, je vais expliquer l'origine des bruits que l'on a pu entendre dans la vidéo. Donc déjà, je fais un petit état des lieux sur le fonctionnement classique en chauffage et j'ai envie de dire collectif. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est que c'est un vieil immeuble des années 60, 70 et que c'est une distribution collective de type chandelle. Tu marques ça sur Google et tu auras des schémas de principe. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc, dans la chaufferie, tu as une pompe et cette pompe va alimenter tout l'immeuble en chauffage. Mais au lieu d'avoir par exemple dans la cage d'escalier une colonne principale de chauffage aller-retour et après tu fais des distributions dans chaque appartement. Donc ça c'est la meilleure configuration en chauffage collectif. Pourquoi c'est la meilleure configuration? Imaginons tu as envie de refaire ton installation de chauffage dans ton appartement. Eh bien tu vas dans ta cage d'escalier, tu fermes l'aller et le retour qui va sur ton appartement. Tu es complètement isolé du réseau et tu fais ce que tu veux dans ton appartement. Ça c'est la meilleure configuration. La pire configuration c'est celle en type chandelle, donc ça ressemble au parapluie là. Ça c'est la pire configuration. Pourquoi? Parce que la colonne de chauffage, elle n'est pas dans le palier de ton immeuble, elle n'est pas dans ta cage d'escalier. Donc tu aurais une grosse colonne. Tu as des toutes petites colonnes, mais par pièce. Donc tu vas avoir une colonne dans ta cuisine, une colonne dans ta chambre, une colonne dans ta salle de bain, une colonne dans ta salle à manger. Voilà, donc ça c'est la pire configuration parce que l'eau de chauffage qui vient dans ton appartement, donc l'allée par exemple, eh bien avant de venir dans ton appartement, elle est passée d'abord chez celle du voisin. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as besoin de couper la colonne par exemple de la salle à manger, eh bien en coupant cette colonne là, tu coupes toutes les salles à manger de l'immeuble, en tout cas du côté de l'immeuble où il y a ces salles à manger. Donc c'est le pire scénario. Donc pour illustrer tout ça, donc là tu vois là le plancher, il y a deux tuyaux qui descendent, et bien ça va chez le voisin du dessous. Et en plus là comme c'est un petit radiateur, et là on voit que l'arrivée d'eau chaude ici va chez le voisin, doit alimenter donc son radiateur. Et après ça ressort de chez le voisin ici là, et là après on voit que le retour passe ici. Donc là, ce que l'on voit là, c'est que le radiateur qui est chez le voisin est en série avec ce radiateur-là. Parce que l'eau chaude arrive, va chez le voisin, ça doit passer dans le radiateur du voisin, ça ressort du radiateur du voisin ici. Donc ça, c'est le retour du radiateur du voisin, ça passe ici, après ça passe là-dedans, et le retour se fait ici, ça part là. Donc c'est ça. Donc là, ces tuyaux-là font tous les étages à l'intérieur des appartements. Donc si tu veux intervenir sur ce tuyau-là, par exemple, imaginons que tu es en train de casser une cloison ou que tu as envie de déplacer ton radiateur ou tu as envie d'encastrer les tuyaux, par exemple, tu es obligé de couper la colonne tout en bas. Et vu que c'est des vannes qui n'ont pas été manipulées depuis 40 ans, 50 ans, c'est même pas la peine d'y penser. À noter que sur ce radiateur, il y a le système qui permet de mesurer la quantité de chauffage que consomme ce radiateur-là. Donc ça, c'est pour l'individualisation de la facturation avec le chauffage collectif dans les vieux immeubles. On remarquera qu'ici, il n'y a pas de robinet thermostatique. Ici, le client là, ferme son robinet, il me semble. Mais à noter que comme les deux radiateurs sont en série et comme le départ d'eau chaude va chez le voisin, si le voisin là, à côté là, ferme son radiateur, et bien ici, tu n'auras pas de chauffage. Ça, c'est les joies du chauffage collectif dans les vieux immeubles. Un autre exemple, donc là c'est pareil, c'est encore plus clair. Là c'est l'arrivée chauffage. Donc après c'est théorique, comme je dis, dans les vieux immeubles, il faut toujours se méfier. Et en bas c'est censé être le retour. Et on voit que ça traverse le plancher là pour aller chez le voisin, en dessous. Donc ce sont déjà à la base des bâtiments qui sont bruyants avec aucune isolation phonique et aucune isolation thermique. Et ce type de distribution de chauffage collectif, ça serait distribution collective de type chandelle. Parce qu'il n'y a qu'une pompe
tout le bâtiment. Et il y en a qui appellent ça aussi distribution collective de type parapluie. Ça, c'est quand t'as qu'une pompe pour tout le bâtiment, mais l'alimentation chauffage se fait depuis le dernier étage du bâtiment, alors que là, c'est pas le cas. Là, ça part du rez-de-chaussée. Bon, ça, c'est des vieux systèmes de chauffage, ça n'existe plus, ça, hein, dans le récent, dans le neuf. Sachant que le mieux, c'est la distribution horizontale par logement. Il y a les colonnes aller-retour dans la cage d'escalier, et après, à chaque appartement, il y a 2 piquages aller-retour, et avec un compteur d'énergie entre l'aller-retour, avec un vrai compteur d'énergie, avec un débitmètre. Et là, au moins, tu payes vraiment ta consommation de chauffage, alors que là, on peut le voir, ce petit appareil là. Ça, tu vois ça dans le vieux collectif. Tu sais pas trop comment ça marche, tu sais pas trop comment ils contrôlent ça. Car il faut savoir que, alors c'est aux alentours de 2019-2020, il y avait une date butoir pour les vieux immeubles de mettre ce type de système de comptage pour l'individualisation des frais de chauffage. Car avant, quand tu étais dans un immeuble comme ça, tu payais le chauffage au prorata de ta surface, de la grandeur de ton appartement. Ce qui fait qu'il y a des gens, ils mettaient le chauffage à fond. Quand ils avaient trop chaud, au lieu de fermer leur robinet, eh bien, ils ouvraient leurs fenêtres. Donc là, ça permet d'individualiser la facture de chauffage. Ça fait que celui qui coupe ou qui réduit son chauffage chez lui en fermant ses robinets, il paiera moins cher de chauffage que l'autre qui laisse ses robinets à fond. C'est pour ça que sur chaque radiateur, quasiment, il y a des robinets thermostatiques pour pouvoir y mettre une consigne. Donc souvent c'est réglé à 3. Et dès que la consigne est atteinte, le robinet se ferme automatiquement. Et par contre, sur tous les radiateurs, il y a ce petit compteur d'énergie. Donc son fonctionnement, à l'arrière, il y aurait une sonde qui mesure la température du radiateur. Devant, il y aurait une sonde qui mesure la température de l'air. Et après, la personne qui pose ce système-là sur le radiateur, donc le pose à un endroit bien précis, et il mesure la surface du radiateur. Le capteur, là, s'enfile à un numéro de série. Il associe le numéro de série à la surface du radiateur. Et bien sûr au nom du propriétaire de l'appartement. Voilà, donc il fait ça sur tous les radiateurs, donc c'est soudé, donc soudure électrique, donc tu peux pas l'enlever. Si tu l'enlèves, il y a un système anti-piratage, c'est-à-dire qu'il y a une alarme qui doit être envoyée à l'opérateur qui fait le relevage des consommations de chauffage, car ça c'est fait sans fil. Par contre, ça sert à la facturation, donc moi la question que je me pose, c'est comment ils font pour contrôler que ces trucs ne dérivent pas, car le client, lui, il a juste un relevé annuel, mais t'as pas de relevé mensuel, savoir s'il n'y a pas une dérive de ces capteurs, pour voir s'il n'y a pas des arnaques. Ça c'est vrai que quand tu vois le truc, ça donne pas confiance, mais du tout. En France, il y a une réglementation qui est sortie, qui oblige les propriétaires de ce type de logement-là à mettre un compteur d'énergie sur chaque radiateur. Donc ça c'est obligatoire en France, hein. Et son nom, il me semble qu'il s'appelle ça un répartiteur de frais de chauffage, et donc c'est par appartement pour du chauffage collectif. Voilà, si tu fais une recherche sur Google, tu tomberas sur le site de l'État qui dit que la réglementation liée à l'individualisation des frais de chauffage dans tous les bâtiments collectifs chauffés collectivement lorsque cela est techniquement possible et que les coûts sont maîtrisés, chaque logement doit désormais être équipé d'un appareil permettant de connaître et de réguler sa consommation d'énergie. Il s'agit de l'individualisation des frais de chauffage. Voilà, et le truc en plus, c'est que ces petits machins en plus, c'est payant. Il faut que tu payes un abonnement en plus. C'est pas gratuit, hein. Donc si tu veux plus d'informations, eh bien tu marques sur Google réglementation liée à l'individualisation des frais de chauffage, tu tomberas sur le site du ministère de la Transition écologique. Ou sinon, il y a aussi l'ADEME, ADEME, tu marques l'individualisation des frais de chauffage, ils ont fait un PDF dessus. Donc là, tu peux voir ici des schémas de la documentation commerciale de Califi, celle que j'ai utilisée là lorsque j'ai montré un clapet anti-thermosiphon. Donc le compteur d'énergie, c'est cette petite chose là qui est collée sur le radiateur. Donc c'est un compteur d'énergie, j'ai envie de dire, ultra approximatif, hein, parce qu'il n'y a pas de mesure du débit d'eau qui passe dans le radiateur, et il ne mesure pas la température entrée radiateur et la température sortie radiateur pour relever le différentiel et faire le calcul avec le débit pour savoir quelle quantité d'énergie est passée dans le radiateur. En tout cas, quelle quantité d'énergie le radiateur a transmis à la pièce. Et donc le problème là des distributions type chandelle ou type parapluie, c'est que comme les colonnes traversent tous les appartements, on ne pouvait pas mettre un compteur d'énergie par appartement comme ça se fait dans le collectif où tu as des colonnes principales dans la cage escalier et après tu as des départs dans chaque appartement. Et avant d'entrer dans l'appartement, tu as un compteur d'énergie. Donc ça, c'est le mieux, ça. Mais bon, dans les vieux immeubles à l'époque, pour faire des économies d'acier, c'est ce qu'ils faisaient. Donc, quand tu ajoutes cette petite pièce-là, c'est super. Sauf que quand tu ajoutes ce compteur énergie, eh bien, ce que tu rajoutes obligatoirement, c'est un robinet thermostatique. Donc, le robinet thermostatique, hein, quand la consigne est atteinte, on va dire, si on le règle sur 20 degrés, eh bien, le robinet, là, ici, là, va se fermer et l'eau de chauffage ne pourra plus passer. Et donc, c'est comme ça que tu fais des économies de chauffage. Alors qu'avant,
Dans les visibles, il n'y avait pas de robinet thermostatique, c'était des robinets que tu tournais, soit ouverts à fond, ou tu pouvais le fermer à moitié, mais voilà, tu contrôlais rien du tout. Donc tous les robinets étaient ouverts à fond, donc tu chauffais plein pot, et souvent on voyait chez les vieux là, quand ils avaient trop chaud, au lieu de faire le robinet, ils ouvraient les fenêtres. Ça, c'est un concept aussi. Bon, après, des fois, les robinets étaient tellement vieux qu'ils étaient pétés qu'ils ne pouvaient plus les fermer. Donc, ce qui est bien avec la nouvelle réglementation, c'est comme ça obligeait à rajouter sur tous les radiateurs des logements vieux ce type de compteur d'énergie, eh bien, tu es obligé de mettre un robinet thermostatique si tu veux pas payer plein pot, j'ai envie de dire du chauffage inutile, quoi. Donc, dans une installation bien faite, l'allée passe en haut et le retour passe en bas. Voilà, mais ça, c'est la théorie. Dans les vieux immeubles, pour faire les économies d'acier, je sais pas pourquoi ils faisaient ça, mais des fois, tu as l'allée qui passe par en bas et le retour par en haut. Donc déjà ça c'est un premier problème pour les robinets avec une tête thermostatique. Parce que dans un robinet thermostatique, il y a un sens de passage. Donc là je suis toujours sur la documentation Calefi, je sais pas comment ça se prononce. Dans la documentation commerciale, avant de choisir ta tête thermostatique et ton robinet thermostatique, tu as un passage régulier, équilibré des radiateurs, 3 approches possibles. Donc moi là je suis sur du vieux. Donc sur du vieux, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai le radiateur, le gars pose le compteur d'énergie. Donc bien sûr, avant de poser ce compteur d'énergie, le syndic te dit la réglementation t'impose de poser un robinet thermostatique. En réalité, c'est pas obligatoire, mais si tu veux pouvoir réguler, t'as pas le choix. Donc qui dit thermostatique dit cette pièce-là a changé, parce que bien sûr, l'ancien robinet, donc c'était un robinet j'ouvre manuellement, je ferme manuellement, n'est pas compatible avec la tête thermostatique. Donc il faut changer le corps du robinet, mettre une tête neuve et tant qu'à y être, changer le tête de réglage. Car quand ça s'est fait, bien sûr, tout l'immeuble est vidé, tout le réseau de chauffage est vidé. Donc il faut en profiter pour faire ce genre d'opération. Le souci c'est que le gars qui pose sa tête thermostatique, le plombier, il se pose pas de questions lui. Lui il va pas chercher midi à 14h, il va pas se poser la question si en haut c'est vraiment le départ chauffage. Voilà les chauffages et en bas le retour chauffage. Donc lui il va poser sa tête. Sauf que dans les vieux immeubles, l'allée il est pas en haut, il est en bas et le retour est en haut. Ce que je veux dire c'est que dans les vieux immeubles, donc tu peux avoir l'allée et le retour à la bonne place, mais souvent tu peux avoir l'inverse. Il faut contrôler en réalité chaque radiateur et ça on le sait en pleine saison de chauffe lorsque l'on pose son thermomètre sur les tuyaux. Et là, on a des surprises. On se rend compte que certains radiateurs, c'est OK, mais d'autres radiateurs, ils ont inversé l'allée avec le retour. C'est-à-dire que l'allée va en bas et le retour en haut. Donc si tu habites dans ce genre d'appartement, tu peux faire le test chez toi, tu verras, peut-être que tu auras des surprises. Donc ce qui fait que tu te retrouves avec la tête thermostatique sur le retour, mais comme tu as une flèche, c'est pas dans le bon sens, ça peut créer le bruit que tu as entendu au début de la vidéo. Lorsque toutes les têtes vont se fermer, la pression différentielle va être élevée et en plus la tête est montée à l'envers, c'est-à-dire elle n'est pas sur l'allée mais elle est sur le retour chauffage et ça crée ce bruit-là. Ce bruit est assez violent d'ailleurs. Alors il y a deux solutions en dépannage provisoire pour ne plus avoir ce bruit. Soit tu ouvres ton robinet à fond et là tu n'auras plus de bruit, par contre le chauffage tu vas payer plein pot. Ou alors tu fermes la tête à fond et tu n'auras plus de chauffage du tout. Et si en fermant la tête à fond ça claque quand même, après il faut aller au T de réglage et isoler le radiateur, c'est-à-dire là tu fermes avec la clé à LED et là il n'y aura plus de bruit du tout, par contre tu n'auras plus de chauffage. En tout cas sur ce radiateur là, donc ça il faut l'avoir en tête. Donc après je vais rajouter, donc ça vient de la documentation d'Enfos sur des robinets thermostatiques, donc j'ai pas trouvé en français. Le français devient une langue en voie de disparition dans les documentations techniques. Donc ça, c'est censé représenter une vanne thermostatique. Là, j'ai zoomé. Donc là, on voit 1, 2, 3. On voit que 3 chez Denfos. Alors ça dépend de ce réglage-là. C'est entre 22 degrés Celsius et 20 degrés Celsius. Donc le XP, là, c'est la bande proportionnelle. Parce que ça, c'est une vanne qui va se fermer ou s'ouvrir automatiquement. Donc là, lorsque tu as marqué XP égale 2 Kelvin, ça veut dire que lorsque tu auras mis ta consigne, là, par exemple 20 degrés, eh bien, il faudra un écart de 2 degrés Celsius. Que la vanne passe de son état ouvert, donc 100%, à son état fermé 0%, et donc elle se fermera à 22 degrés Celsius. Et je rajoute, là où tu as les chiffres 0, l'étoile, qui est la protection antigel, le 1, 2, 3, 4 et 5. Donc sur le 3, on peut lire en haut 22 degrés Celsius, et en bas, en dessous du 3, on peut lire 20 degrés Celsius. Donc on voit qu'entre 20 et 22, il y a un différentiel de 2, donc 2 Kelvin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 20 degrés Celsius, la vanne thermostatique sera ouverte à fond, car la consigne n'est pas atteinte, et qu'à 22 degrés Celsius, la vanne sera entièrement fermée. Donc elle commence à s'ouvrir à 20 degrés dans le cas où la température commence à chuter, c'est-à-dire que tu es de 22 degrés et la température descend. Si tu viens juste d'allumer ton chauffage et que tu n'as pas atteint la consigne, la vanne, si tu es en dessous de 20 degrés, la vanne sera ouverte à 100% et elle se ferme complètement à 22 degrés. Donc on voit que si tu le mets sur 5, c'est comme si tu ouvrais ton radiateur à fond, parce que ça s'ouvre à 28, ça ferme à 30 degrés Celsius. Et si tu le mets sur 2, ça s'ouvre à 16
13 degrés Celsius et ça se ferme à 18 degrés Celsius. Et le Frost Protection Setting, donc l'antigel, hein, pour éviter que ça gèle dans ta maison. La vanne thermostatique sera ouverte à fond à 100% à 8 degrés Celsius et ça va se fermer à 10 degrés Celsius. Donc ça c'est un point intéressant de la documentation. Donc bien sûr c'est pas antigel, hein, c'est hors gel, le bon terme. En tout cas, là, on voit le pointeau ici. Là. Ça, c'est le pointeau. Et ici, là, tu as un ressort. Et bon, après, lorsque tu enlèves la tête thermostatique, la position normale, c'est normalement ouvert. C'est-à-dire que tu as un ressort qui pousse le truc, là, pour que l'eau puisse passer en permanence. Ce qui fait que quand tu enlèves cette tête thermostatique-là, quand tu pousses avec ton doigt très fort, tu fermes le pointeau. Donc, le passage de l'eau, c'est comme ça. L'eau passe comme ça et passe comme ça. C'est là où l'autorité de la vanne est maximum. C'est-à-dire, c'est là où la tête thermostatique et donc la vanne qui va avec pourra réguler le chauffage. Donc dans le cas où le radiateur fait un bruit d'enfer, comme le retour est en haut au lieu d'être en bas, le fluide passe comme ça. Là. Parce que là, imaginons, là théoriquement, je dois avoir mon arrivée chauffage, ça passe ici, ça va dans le radiateur et le retour est en bas. Donc là, c'est l'inverse. Là. L'arrivée chauffage se fait par le bas, ça passe dans le radiateur et ça sort ici. Là. Le retour passe comme ça et ça va après en bas de la colonne pour retourner à la chaufferie. Donc ce qui fait que quand la température, on va dire 22 degrés, donc après ça dépend sur quel réglage tu as tourné ton robinet thermostatique. Hein. Donc lorsque l'on va descendre sous les 20 degrés Celsius, la tête va s'ouvrir, pas de souci, l'eau de chauffage va passer, la température va monter. Donc imaginons maintenant que le soleil tape sur l'immeuble, donc la température monte, et on va arriver vers les 22 degrés, et donc entre 20 et 22, la vanne va se fermer de manière progressive, et à 22 degrés, elle doit être fermée à 100%. C'est-à-dire que l'eau de chauffage ne doit plus passer, car la consigne est atteinte. Donc lui là, la tête va pousser pour fermer le clapet là. Et comme on n'est pas dans le bon sens de passage du fluide, et qu'en plus, il n'y a pas de vanne de pression différentielle au niveau de la chaufferie, la pression différentielle va être tellement élevée que lorsque ça va pousser là, les pressions vont être tellement différentes entre l'entrée et la sortie de la vanne, c'est que ça va se rouvrir automatiquement, quand la tête poussera pas assez fort. Et c'est ça qui fait le claquage, c'est lui là. C'est ce pointeau là qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre. Et pour plus être embêté, soit tu le fermes à fond, tu tournes la tête à fond là, donc là tu exerces une force maximale de fermeture, ou soit tu l'ouvres à fond. Mais lorsque lui va vouloir réguler, si la pression différentielle est trop importante, et si en plus il est monté dans le mauvais sens, ça va claquer et pas qu'un peu, comme on a pu l'entendre dans la vidéo. Oui, dans des vannes de régulation, il y a toujours un sens de passage du fluide. Donc un chauffage qui est bon, l'allée passe ici, ça va en haut, le retour se fait en bas. Alors dans le radiateur qui faisait beaucoup de bruit, l'allée passait en bas et le retour se faisait en haut. Donc le plombier, quand il vient changer le robinet par un robinet thermostatique, lui, il pense que l'allée est en haut, ce qui n'est pas le cas. Donc là, c'est la tige que je disais là. La tige, lorsqu'on enlève la tête qui est ici, la tige doit sortir complètement. Donc là, le robinet est ouvert, l'eau passe à l'intérieur. Si j'appuie à fond là, je ferme le petit clapet là que j'avais montré précédemment. Et la flèche, on l'aperçoit, elle est ici. Là. Voilà, et là, tu as le sens de passage du fluide. Tu as un triangle. La flèche indique le passage du fluide dans la vanne pour que ça fonctionne bien. Ça, c'est pour que la vanne puisse réguler. Sinon, ça ne marchera pas, il y aura des soucis. Là, sur cette photo, j'ai enlevé la tête thermostatique. Et quand la température augmente dans la pièce, il y a un petit piston qui pousse là. Et ça pousse, ça sort et ça enfonce la tige que l'on a vue précédemment. Et deuxièmement, dans les vieux immeubles, pour faire des économies d'acier, des fois, donc là, tu as l'appartement A, ici, tu as l'appartement B, des fois, donc en bitube, là, ils mettaient les deux radiateurs en série. Donc ça veut dire que là, on est chez le voisin, donc l'allée passe ici, le retour passe là, et ce retour va chez le voisin, là, et va passer sur ton radiateur du voisin, et le retour va passer ici, là, et ça va revenir là. Donc c'est-à-dire que si ton voisin là, coupe son chauffage, là, toi, tu n'as plus de chauffage. Donc ça aussi, c'est une des joies du logement collectif dans les vieux appartements. Donc pourquoi ça faisait autant de bordel ? Le gros souci, c'est que la réglementation a imposé là, ce compteur d'énergie, c'est là que l'on peut voir là, sur la photo, et de mettre des têtes thermostatiques. Donc quand l'immeuble a lancé le chauffage, donc tu lances le chauffage, ça dépend des régions, vers le mois d'octobre. Donc comme il fait froid, dans les appartements, le chauffage est toujours en demande. Il faut savoir que dans les vieux immeubles, il n'y a aucune isolation thermique. Et ça, j'ai pu le constater en mois de janvier. Si tu coupes le chauffage, par exemple le brûleur à lampagne, une pièce à lâcher, si tu n'as pas la pièce de rechange, en même pas 2 jours, tu passes de 20 degrés à 12 degrés dans les appartements. Donc ça, c'était au mois de janvier, j'ai pu le constater. Ce qui veut dire que dès qu'il fait froid, quoi qu'il arrive, tu auras toujours des robinets dans l'immeuble et dans les appartements, des robinets qui seront ouverts.
donc ça va circuler. Pourquoi je précise ça? C'est parce que quand va arriver le printemps, le printemps, des fois, le matin il caille, mais l'après-midi il peut faire 22-23 degrés sans aucun problème. Suivant l'endroit où tu habites, en tout cas dans le sud-ouest de la France, tu peux avoir des écarts de température de 20 degrés Celsius entre le plus bas. Donc la température la plus basse, c'est la température la plus haute dans la journée. Ce qui fait que quand le soleil tapait sur le côté de l'immeuble, les têtes thermostatiques étaient en train de se fermer. Donc jusque-là tout va bien, sauf que les têtes thermostatiques, c'est un petit peu comme les disjoncteurs, ça a un pouvoir de coupure. Donc en électricité, c'est en kiloampères qu'on désigne ça, un pouvoir de coupure par exemple de 100 000 ampères pour un fusible. Eh bien, pour les têtes thermostatiques, c'est un petit peu la même chose. Sauf que là, c'est pas des ampères, là c'est une pression différentielle. Donc on peut la dire en bar, mais voilà. Donc si la tête se ferme, et si la pression différentielle entre l'entrée et la sortie de la tête thermostatique est trop élevée, eh bien le ressort, en tout cas la tête lorsqu'elle pousse pour fermer la vanne parce que la consigne est atteinte, n'a pas assez de force, ce qui fait que ça se ferme, mais comme il n'y a pas assez de force, ça se rouvre et ça se referme, et ainsi de suite. Et en plus, quand la vanne thermostatique est montée à l'envers, la vanne a encore moins de force pour lutter contre la pression différentielle qu'il y a en amont et en aval de la vanne, et la vanne claque encore plus facilement. Il faut savoir que lorsque l'on fait du collectif dans le tertiaire, lorsqu'il y a des ventiloconvecteurs, lorsque les vannes de régulation en tout ou rien dans les ventiloconvecteurs sont montées à l'envers, on l'entend de suite, on l'entend très très vite, parce que lorsque la machine va vouloir réguler, donc fermer la vanne va se mettre à claquer. Donc dès que tu entends des vannes claquer, dès que tu entends un bruit de claquement, c'est que la vanne, donc là dans un ventiloconvecteur c'est plutôt une électrovanne, c'est qu'elle est montée à l'envers, elle n'arrive pas à lutter contre la pression différentielle lorsqu'elle se ferme, elle n'arrive pas à se fermer, elle se ferme, elle se réouvre en permanence. Et après il y a le cas où les pressions différentielles sont extrêmes, mais là souvent ça claque pas, la vanne est bloquée ouverte, elle ne peut plus se fermer, sauf quand elle est montée à l'envers, mais là ça fait un bruit de mitraillette dans les tuyaux, et là tu sais qu'il y a un gros souci avec le montage de la vanne, si c'est une vanne thermostatique ou d'une électrovanne, si c'est régulé de manière électrique. Donc dans les vieux immeubles, les gens qui, dans les syndics, lorsqu'ils ont dit oui, il faut mettre des têtes thermostatiques, c'est obligatoire par la réglementation, il faut mettre des compteurs d'énergie, ce qu'ils n'ont pas prévu, parce que bon, j'ai constaté qu'au niveau chauffage, ils n'y connaissaient pas grand chose. Et c'est que, c'est bien de dire ça, mais après il faut regarder dans la chaufferie si entre l'aller et le retour, donc du chauffage, il y a une vanne de pression différentielle. Et dans les vieux immeubles, ils n'en mettaient pas. Pourquoi? Parce que à l'époque, les robinets, c'était des robinets manuels, ils étaient ouverts à fond. Donc quand tu as tout un immeuble qui passe tous ses radiateurs avec des têtes thermostatiques, lorsque tous les radiateurs sont en train de se fermer parce que la température commence à être bonne, et s'il n'y a pas de vanne de pression différentielle dans la chaufferie, la pompe, elle tourne toujours à la même vitesse, donc elle bataille pas, quoi. Donc elle génère toujours sa bonne pression différentielle, donc qui sert à vaincre les pertes de charge de tout le circuit de chauffage de l'immeuble. Et bien quand les robinets commencent à se fermer, et bien la pression différentielle augmente très fortement, et ça fait claquer toutes les têtes thermostatiques. Alors le pire, c'est que plus tu es proche de la chaufferie, et plus c'est violent. Et donc, pour supprimer ce problème-là, il a fallu rajouter une vanne de pression différentielle dans la chaufferie. Sauf que quand tu fais du collectif, ça se fait pas comme ça. Il faut passer par le syndic. Il y a, suivant les montants des travaux, ça peut être long. Et comme c'était au mois de mars, il fallait attendre plusieurs mois. Et bon, après, dans cet immeuble-là, le chauffage se coupait au mois de juin, fin mai, quoi. Voilà, sauf que quand tu as ce genre de problème-là, ça a pété un plomb, encore plus pour les retraités, et il y en a qui devenaient fous, quoi. Ça, c'est les joies du chauffage collectif. Donc en conclusion, ce problème a été réglé en mettant une vanne de pression différentielle, ou devrais-je plutôt dire un régulateur de pression différentielle dans la chaufferie, donc entre le départ chauffage et le retour chauffage. Donc un régulateur de pression différentielle, ça maintient la différence de pression entre le départ et le retour chauffage sur une valeur prédéfinie. Le réglage de la pression différentielle prévient du bruit et des turbulences dans les circuits à débit variable, mais surtout il garantit un bon équilibrage. Voilà, parce que dans les vieux immeubles, tu as qu'une pompe avec une vitesse qui fait que quand tu fermes tous tes radiateurs, si t'as pas ça, tu vas vers de graves déconvenues au niveau du bruit. Après, sur les pompes récentes, une pompe de chauffage peut faire plus de 20 ans. Il y a des pompes de chauffage qui ont 30 ans, donc lorsqu'elles crament, toutes les nouvelles pompes maintenant ont de l'électronique intégrée, et maintenant elles ont une régulation par rapport à la pression différentielle. C'est-à-dire que sur les nouvelles pompes, il n'y a pas besoin de régulateur de pression différentielle, donc c'est un appareil mécanique. La pompe moderne
peut gérer ça elle-même, elle a des capteurs intégrés. Ce qui veut dire que si la pression différentielle dans le réseau augmente, la pompe va diminuer sa vitesse de rotation pour réguler la pression différentielle dans le réseau de chauffage. Et bon, lorsqu'on a une pompe à une vitesse fixe, donc qui régule pas son débit, eh bien il n'y a pas le choix, il faut mettre cet appareil là. Et donc même si la vanne thermostatique était montée à l'envers sur le radiateur que j'ai montré, eh bien grâce au régulateur de pression différentielle dans la chaufferie, plus de bruit, de claquage dans les radiateurs. Je rajoute aussi que tu peux avoir ce type de bruit là suite à une erreur de maintenance. Par exemple lorsqu'une pompe est remplacée, je l'ai déjà vu ça. Lorsque la pompe est montée mais à l'envers, c'est-à-dire que ton chauffage marchait très bien dans ton immeuble et puis tout d'un coup il n'y a que des problèmes. Donc ça il faut le contrôler, hein. Ça peut arriver, hein. J'ai un collègue qui l'a déjà fait, ça a monté une pompe à l'envers, pourtant c'est des pompes qui sont grosses. Mais il suffit que la personne ait des problèmes de santé, des problèmes familiaux et voilà, donc la boulette arrive même si quand on change ce genre de pompe on y réfléchit à 10 fois parce que c'est lourd, c'est pénible à faire, c'est difficile, surtout sur des vieilles installations et sur les grosses pompes. Donc ça il faut pas l'oublier, hein. Changement de pompe, pompe montée à l'envers, tu vas avoir du bruit dans les tuyaux, du sifflement et la moitié des radiateurs ne fonctionneront pas. Et après bien sûr on peut avoir ces bruits là si quelqu'un dérègle la vanne de pression différentielle dans la chaufferie si elle a été installée et aussi si la pompe est remplacée. Par exemple on a une pompe à digue variable qui est réglée à fond et s'il n'y a pas de vanne de pression différentielle ça va aussi faire du bruit comme ça. Donc quand ça claque comme ça c'est toujours une histoire de pression différentielle qui est trop élevée dans la tuyauterie, les vannes thermostatiques ne sont pas assez puissantes pour se fermer, donc ça claque. C'est valable aussi pour le tertiaire, je l'ai vu sur de l'eau glacée. C'était même pire que ça, la pression était tellement forte que les vannes étaient ouvertes tout le temps en permanence. Impossible de fermer la vanne par le biais de l'automatisme parce que l'électrovanne n'était pas assez puissante, en tout cas le système n'était pas assez puissant. Et bien sûr, lorsque la vanne thermostatique, le robinet thermostatique est monté à l'envers, le phénomène apparaîtra beaucoup plus facilement suivant le niveau de pression différentielle qu'il y a au niveau de la tête du robinet. Donc on peut voir que les problèmes de pression différentielle sur un réseau hydraulique peuvent pourrir la vie des habitants qui habitent dans un immeuble. Parce que là, ce que tu as entendu dans la vidéo, ça dure que quelques secondes, mais quand ça dure plusieurs dizaines de minutes et plusieurs fois par jour, c'est extrêmement pénible à supporter, surtout quand on est chez soi. Donc voilà pour cette vidéo et la suite dans un prochain épisode.